Bienvenue Mike, bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que dans la ligne de cœur on en a peu parlé parce que je pense que les gens avaient vraiment envie de parler d'autre chose et surtout de continuer à vivre tout en étant bien au-delà de l'égoïsme évidemment parce que c'est une prise de conscience qu'on a toutes et on a tous fait, mais on avait besoin de cet espace. Mais ce soir vous allez nous parler un petit peu de ce que vous faites, c'est ça? C'est juste? C'est ce que me dit Daniel? Oui. Merci beaucoup, oui. Écoutez, si vous permettez, sur le sujet, je voudrais d'abord saluer, c'est la Journée internationale de la femme, donc par rapport à ce conflit, une femme russe, voilà, qui s'est, distinguée par un courage inouï. Elle s'appelle Elena Kovalskaya. Dès le 26 février, c'est-à-dire le surlendemain du début de l'invasion, elle a démissionné de son poste comme directrice du théâtre d'État de Moscou. C'est le théâtre Meyerhold. Et elle a posté sur les réseaux sociaux un billet qui dit ceci: Mes amis, en protestation contre l'invasion russe de l'Ukraine, je démissionne du poste de directrice du théâtre d'État. Il est impossible de travailler pour un meurtrier et d'être payé par lui. Et je crois que c'est un courage singulier qu'il faut souligner, un acte de bravoure, parce que il faut savoir que peu avant, le service culturel de la ville de Moscou, donc le régime, avait prévenu que tout commentaire négatif serait considéré comme une trahison. Alors on imagine dans un régime comme celui qui prévaut au Kremlin que celui qui est convaincu de trahison, il sera soumis à des sanctions sévères. Écoutez, Jean-Marc, voilà, on pourrait passer une heure ou plus à condamner cette entreprise criminelle menée par le Kremlin, contre le peuple d'Ukraine. Mais ça ne servirait pas à grand-chose aujourd'hui. Voilà. Ce qui nous paraît beaucoup plus important au plan général, c'est justement que cette guerre est contestée en Russie même par des milliers de Russes, dont un très grand nombre sont incarcérés aussitôt, arrêtés par la police. Voilà. Et ce qui nous paraît aussi utile, c'est sur le terrain l'accumulation des preuves des crimes de guerre qui sont commis dans cette aventure, et que ces crimes soient documentés et qui puissent servir comme preuve devant un tribunal international. On espère qu'il siégera bientôt. Maintenant, pour revenir à votre invitation, effectivement, notre association Vivere, en fait, on a une assez longue expérience de travail en Ukraine depuis l'année 2004, précisément. Et on était dans ce pays, et nous sommes toujours dans ce pays, aux côtés d'acteurs et de défenseurs des droits de l'homme, pour lutter contre le trafic d'êtres humains. Voilà, donc on faisait avec une équipe qui se situe à l'ouest du pays, dans une grande ville qui s'appelle Jitomir, qui est à une centaine de kilomètres de la frontière polonaise. Et on travaille avec une autre équipe, une petite équipe de juristes, alors à Kharkiv, dont on parle beaucoup là depuis plusieurs jours, puisque c'est la deuxième ville d'Ukraine après Kiev. Qui était fortement touchée et bombardée. Elle est fortement touchée. Ouais, elle est fortement touchée. Alors, si vous souhaitez, je vous donne rapidement, si vous voulez, les nouvelles de nos partenaires dans les deux secteurs. Donc à Jitomir, donc à l'ouest du pays, le travail de notre partenaire s'est arrêté. Le travail que nous soutenons, bien entendu, s'est arrêté, comme la plupart des activités humaines en Ukraine aujourd'hui. Les troupes russes sont aux portes de la ville, et à signaler que ce sont des troupes russes qui viennent du Bélarus. Donc Loukachenko, si vous voulez, en plus de tous les forfaits qu'il commet à l'intérieur de son propre pays, il a autorisé le passage de l'armée russe pour attaquer par le nord. Voilà. Et donc à Jitomir, où vivent et travaillent nos amis, l'armée russe est aux portes de la ville, mais l'armée ukrainienne lui fait front et pour l'instant a, si vous voulez, bloqué la prise de la ville. En revanche, à Jitomir, comme dans toutes les villes concernées par l'attaque russe aujourd'hui, il y a un exode, donc il y a des centaines, des milliers de personnes qui doivent fuir, et notamment donc la jeune femme qui est responsable de l'équipe avec laquelle on travaille sur place et a dû passer en Pologne avec son enfant
tandis que son mari et son père sont restés pour défendre la ville. Voilà. Pour l'autre partie, ville. Comment dirais-je, l'autre ville à Kharkiv, donc là avec nos amis avocats, juristes et interprètes. Alors Kharkiv donc subit un bombardement aérien aussi bien par des avions militaires que par des missiles, donc incroyable, et qui ont déjà détruit, mais dès les premiers jours, si vous voulez, les quelques implantations militaires qui étaient à proximité. Mais depuis lors, donc ça fait une dizaine de jours, ce sont des objectifs civils qui sont visés, très 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 manifestement. Voilà. Tout à l'heure, je suivais aux nouvelles que l'ONU reconnaît 438 citoyens ukrainiens tués. Je parle pas des militaires, hein, je parle de citoyens. Civil, et l'ONU dit que ce chiffre doit être sévèrement sous-estimé. Voilà. Alors, quand Moscou déclare que ce sont des frappes chirurgicales qui ne visent que des objectifs militaires, nos amis sur place vivent tout à fait autre chose. Et vivent autre chose à Kharkiv aujourd'hui, selon les messages, les téléphones et les emails qu'on reçoit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre dans les couloirs du métro ou dans les caves des immeubles les plus solides pour beaucoup de gens. Voilà. Que ces emplacements-là sont pleins à craquer, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de place, les gens dorment les uns à côté des autres, quoi, si vous voulez. Et ceux qui n'ont pas la place là, ils restent soit dans leurs appartements, soit chez des amis, des choses comme ça, mais au risque donc, si vous voulez, d'être bombardés. Ça veut dire un ravitaillement en nourriture et en eau qui, dans les premiers jours de l'invasion, il n'y avait pas de plainte encore là-dessus, il y avait encore de quoi trouver à s'alimenter, à boire, mais là, on est au 13 ou 14e jour, le ravitaillement se fait extrêmement rare, et de plus, pour se ravitailler, il faut sortir, si vous voulez, pour aller, si une échoppe ou un commerce est encore ouvert d'aventure, ça veut dire traverser plusieurs rues, puis risquer de prendre encore des éclats de bombes ou de missiles, quoi. Alors, voilà, la vie à Kharkiv est aujourd'hui vraiment un enfer. Vraiment un enfer. Vous avez encore des contacts avec votre équipe ou vos équipes sur place? Oui, tout à fait. Heureusement, je veux dire, parmi les victimes, on ne compte pas encore, si vous voulez, nos amis et nos partenaires, quoi. Voilà, mais comme tout le reste de la population, des régions concernées, au nord de l'Ukraine et à l'est, voilà, aujourd'hui on est en vie, puis demain on ne sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Oui, on a des contacts quasi quotidiens, soit de jour, soit de nuit, et évidemment on les tient beaucoup parce que on peut pas faire grand chose, Jean-Marc, là. On peut pas envoyer d'argent en Ukraine. Voilà, tous les systèmes légaux de transactions financières sont bloqués, tous. Voilà. Donc on peut pas envoyer d'argent. En tout cas, dans les régions, il y a des combats. Hein, voilà. Y acheminer des aides sous formes diverses, c'est téméraire et impossible. Donc voilà, ce sont, si vous voulez, des localités où les gens sont isolés. Voilà, ils sont isolés, ils sont seuls. Ils sont bombardés de jour et de nuit, et puis les troupes russes au sol, si vous voulez, sont en position d'assaut. Voilà, à tout moment, ils peuvent déferler dans les villes. Ce qui nous touche énormément, dans les messages que nous recevons, dans les appels, c'est ce que nos amis nous expliquent. Ils nous disent, par exemple, dans les couloirs du métro, il y a des centaines, des milliers de gens qui sont là, qui se connaissent pas. Voilà, c'est une très grande ville, hein. Kharkiv, il y a plus d'1,5 million d'habitants. Et ils font état d'une solidarité, quasiment d'une fraternisation, si vous voulez, vraiment qui nous semble exemplaire. On a une miche de pain, la famille d'à côté n'a plus rien, paf, on coupe la miche en deux, puis on se la partage. On sait que dans tel et tel immeuble, il y a des personnes âgées plus ou moins invalides. Eh bien, on s'organise, voilà, des petits groupes bénévoles, d'aller visiter ces personnes âgées, d'essayer de les faire sortir, ou en tout cas de leur apporter un minimum de ravitaillement. Voilà, plein de gestes qui paraissent, si vous voulez,
ordinaires, mais qui deviennent extraordinaires dans un contexte comme ça. Et ce que nous disent nos amis aussi, c'est que le peuple ukrainien est uni, si vous voulez, à défendre sa souveraineté, à défendre son indépendance, voilà, et à refuser de passer sous la botte de la dictature du Kremlin, quoi. Et ça traverse toutes les couches de la population, les femmes comme les hommes, voilà. Donc, si d'aucuns pensaient qu'il suffisait d'envoyer l'armée russe 3 ou 4 jours et que l'armée ukrainienne et que le peuple allait poser les armes et se mettre à plat ventre, ils se sont trompés. Voilà. Et nos amis nous disent, chaque jour de résistance, y compris par les civils, je parle pas des militaires, ils disent chaque jour de résistance, c'est vraiment un jour de gagné par rapport aux plans initiaux du Kremlin, de M. Poutine. Voilà. Pardon, je suis très bavard. Je vous écoute et j'essaie d'imaginer effectivement, et vous le décrivez parfaitement, ce que vivent les gens. On a des images, on nous raconte tout ça, mais évidemment, on n'est pas sur place. On se rend compte aussi de l'impossibilité d'aider dans certaines régions. Alors, je disais encore tout à l'heure que le CICR, la Croix-Rouge et quelques organisations ONG ont réussi maintenant à apporter de l'aide à ceux qui sont déplacés à l'ouest, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent à l'ouest. Ça, c'est une bonne chose. Vous, vous êtes inquiet aussi pour votre engagement de base qui est quand même contre l'exploitation, contre le trafic d'êtres humains. Est-ce que ça va pas s'enflammer tout ça? Écoutez, le risque est grand. Le risque est grand parce que voilà, nous on a quand même 18 ans, si vous voulez, de travail de terrain, si vous voulez, à lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Et donc on a appris, bien entendu, au fil des ans, que ces criminels-là profitent justement des situations de vulnérabilité particulière de telle ou telle catégorie de la population, voilà. Même en dehors des épisodes de guerre, si vous voulez, même en temps de paix, entre guillemets, voilà, ils visent les vulnérables, ils visent les gens qui veulent migrer, voilà, qui veulent migrer simplement pour gagner un peu d'argent, pour nourrir leur famille qui reste en Ukraine. Voilà, les migrants, voilà, ceux qui prennent pas leurs précautions, qui ne sont pas éclairés, si vous voulez, sur la prévention, deviennent des cibles et des victimes des trafiquants. Les orphelins qui sortent des orphelinats à 18 ans, parce que voilà, ils doivent quitter l'orphelinat à 18 ans, donc ils se sont un peu, si vous voulez, des jeunes qui sont vulnérables, qui ont une vulnérabilité particulière, qui n'ont pas forcément de but, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de soutien. Voilà une deuxième cible pour les trafiquants. Et alors, a fortiori, comme en ce moment, où il y a on dépasse 2 millions maintenant de personnes qui sont sorties d'Ukraine pour aller vers des pays d'accueil. Et là, vous avez des centaines de milliers de personnes, de femmes seules, de personnes âgées, etc., qui vont, par les moyens du bord, essayer de passer du point A au point B. Voilà, ils peuvent être interceptés, si vous voulez, par des criminels qui vont leur proposer le service. Écoutez, je vais vous convoyer jusqu'à Cracovie ou quelque part pour vous sortir du pays. Et puis en fait, ils vont se retrouver, si vous voulez, dans les filets, voilà, des trafiquants. Alors c'est clair, voilà. En temps normal, déjà, c'est un pays qui est malheureusement la cible de gangs, de trafiquants. Et puis en temps de guerre, alors c'est clair. Vous évoquez à juste titre les réfugiés. Alors, il se trouve que nous, si vous voulez, pour le même travail à la base, lutte contre le trafic, nous avons de très bons partenaires en Moldavie, en Transnistrie, et depuis peu en Pologne, puisque donc une partie de notre équipe de Jitomir est repliée en Pologne. On est en contact permanent donc avec ces 3 sites, je dirais. En Pologne, c'est près de Cracovie. En Moldavie, c'est dans un village qui s'appelle Kosztesti, et en Transnistrie, c'est à Tiraspol, donc la capitale. Et dans ces 3 endroits, des milliers ou des centaines de milliers d'Ukrainiens sont réfugiés dans des conditions pas du tout indignes. Enfin, je crois que les 3 pays font ce qu'ils peuvent. Voilà. Quand vous avez en Pologne 800 000 personnes qui arrivent en moins de 2 semaines. Ce sont des conditions précaires, on va dire ça comme ça. Des conditions précaires.
Alors, grâce, si vous voulez, à nos équipes bien aguerries en Moldavie, en Transnistrie, et à nos amis qui sont réfugiés en Pologne, donc nous, on a pu leur proposer une petite aide. Alors, vous allez voir, c'est minuscule par rapport aux besoins. On leur a dit, si on vous envoie un peu de sous, est-ce que vous pouvez soulager les plus vulnérables parmi les réfugiés? On a 3 fois oui. On a 3 fois oui, immédiat. Donc hier, on a cassé un peu la tirelire et on a envoyé à peu près 7000 francs suisses répartis sur les 3 points de travail là. Et on sait que donc par Western Union, donc l'argent arrive le jour même. Et on sait qu'aujourd'hui, voilà, en Pologne, le travail a commencé avec nos amis de Jitomir au profit d'enfants, voilà, d'enfants de familles réfugiées, soit d'enfants avec leur maman, soit d'enfants esselés, parce qu'en plus il y a voilà des gosses qui sont perdus en cours de route et des choses comme ça. Alors voilà, on peut dire que depuis aujourd'hui et au plus tard demain, dans les 3 points, il y a une petite aide, voilà, minuscule, mais quand même qui va se déployer en faveur de réfugiés.